Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va diagonaliser une matrice et aussi faire une application de la diagonalisation à l'étude de trois suites couplées. Donc la matrice qu'on a choisie pour cet exercice, c'est une matrice, vous allez voir, qui est assez simple d'un point de vue de la diagonalisation parce qu'elle est triangulaire. Donc ça va vraiment nous simplifier les calculs. Donc pour étudier la diagonalisation, on va commencer par chercher les valeurs propres en étudiant le polynôme caractéristique qui est donc donné par le déterminant de la matrice A moins X identité. Donc ce déterminant-là, il vaut donc A moins X identité, donc 1 moins X, 0, moins 1 quart, 0, moins 1 moins X, 3 quarts, 0, 0, 1 demi, moins X. Donc ce déterminant-là, comme la matrice est diagonale, est triangulaire, il n'y a que des zéros sous cette diagonale, le déterminant est donc égal au produit des termes diagonaux. Donc ce déterminant-là, donc le déterminant A moins X identité, le déterminant est égal à 1 moins X, moins 1 moins X, 1 demi moins X. On peut donc lire directement là-dessus les trois valeurs propres qui sont les trois valeurs d'annulation de ce polynôme. Et donc on obtient ici la première valeur propre lambda 1 égale 1, ici la deuxième valeur propre lambda 2 égale moins 1, et là la troisième valeur propre lambda 3 égale 1 demi. Ce sont donc les trois racines du polynôme caractéristique. Voilà. Donc maintenant qu'on a trouvé les valeurs propres, on va aller regarder du côté des vecteurs propres. Alors je vous rappelle, pour les vecteurs propres, on va essentiellement chercher, regarder quels sont les vecteurs qui vérifient AX égale lambda K X. Ok, des vecteurs pour lesquels la matrice A va se comporter comme une homothétie, comme juste une simple multiplication. Donc on va commencer avec la première valeur propre, lambda 1 égale 1. On va donc essayer de résoudre le système AX égale X. Donc pour ça, on va reprendre cette matrice-là, le transformer en un système AX, et puis on va essayer de résoudre. Donc X, ça sera le vecteur X, Y, Z. Du coup, si j'essaye de résoudre AX égale X, ça me donne comme système X moins 1 quart de Z. Ensuite, pas de X, ici il y a moins Y. Ici plus 3 quarts de Z. Et ensuite, rien, rien et 1 demi de Z. Et tout ça, c'est égal à grand X, donc X, Y, Z. Alors là, exceptionnellement, c'est un système qu'on ne va pas résoudre avec la méthode de Gauss parce qu'il est déjà triangulaire et donc on peut le résoudre très rapidement par substitution. Par cette dernière équation là, quand je fais passer le z de l'autre côté, ça me fait 1 demi de z moins z, donc moins 1 demi de z égale 0. Je peux donc en déduire sur ce système que z égale 0. Une fois que je remplace z égale 0 ici, je vais obtenir moins y égale y, et en passant tout du même côté, j'obtiens moins 2y égale 0, ce qui me donne finalement y égale 0. Et là, si je remplace z égale 0 là-dedans, je vais obtenir x égale x. Essentiellement, là, ça me dit que j'ai 1 degré de liberté sur le paramètre x. Je vais pouvoir choisir absolument ce que je veux, puisque du coup, x peut être quelconque dans R, il n'est pas contraint par ce système, et c'est comme ça que je vais pouvoir choisir pour le vecteur propre. Je vais prendre le truc le plus simple possible, je vais prendre x égale 1. Donc le premier vecteur propre est donné par... Je vais prendre 1 pour x et puis 0 pour y et pour z, conformément à ça. Si vous voulez, à ce stade-là, vous pouvez faire une petite vérification. Vous faites a fois v1 et vous allez vérifier que ça fait bien v1. Hein, essentiellement, a fois v1, ça va nous donner 1 et puis rien du tout. Et puis ensuite 0, 0 sur la suite avec ça. Ok, donc maintenant on va passer au deuxième vecteur propre.
lambda 2 égale moins 1. Donc on va résoudre le système AX égale moins X. Donc on procède comme tout à l'heure. Donc on va écrire X moins 1 quart de Z égale cette fois moins X. Moins Y plus 3 quarts de Z, ça fera moins Y. Et ensuite, 1 demi de Z, ça va nous faire, moins Z. Alors, comme tout à l'heure, on peut y aller par substitution ici, puisque ici, si je fais tout passer du même côté, j'obtiens 3 demi de Z égale 0, et donc, finalement, Z égale 0. Ici, si je remplace Z égale 0 dans la première équation, j'obtiens X égale moins X, ce qui nous donne, en faisant passer l'autre côté, 2X égale 0, et finalement X égale 0. Et ici, les Z s'en vont puisqu'ils sont nuls, il reste moins Y égale moins Y, autrement dit, Y est libre, c'est un degré de liberté. Donc pour le deuxième vecteur propre, je vais choisir Y égale 1, donc V2 égale 0, 1, 0. Et je peux vérifier aussi de la même manière que A fois V2, ça me fait moins V2. Ok, donc je vais continuer, je vais procéder exactement de la même manière pour la dernière valeur propre qui est 1 demi. Donc je vais résoudre le système. AX égale 1 demi de X. Et donc ça va me donner comme système X moins 1 quart Z moins Y plus 3 quarts Z et ensuite 1 demi de Z. Et tout ça, ça va valoir 1 demi, donc 1 demi de X, 1 demi de Y et 1 demi de Z. Alors, ce qu'on peut voir déjà sur la dernière équation, c'est que on a Z égale Z, donc on a un degré de liberté là-dessus déjà, Z égale Z. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ici, là, si je fais tout passer de l'autre côté, ça me fait moins 3 demi Y égale 3 quarts de Z. Et ensuite, ici, je fais tout passer de l'autre côté aussi, ça me fait 1 demi de X égale plus 1 quart de Z. Là, j'ai juste un moins 3 quarts, que je me suis trompée. Voilà, donc alors, si je réécris ce truc-là, j'obtiens donc X égale 1 demi Z, en multipliant ici par l'inverse de ce nombre-là, qui est donc moins 2 tiers, je vais obtenir Y égale 1 demi de Z. Et ici, Z égale Z, je le conserve. Ok, donc là, Z est mon degré de liberté. Là, j'ai le choix pour ce que je prends. Je peux prendre Z égale 1, mais comme ça me fera des fractions et que moi je préfère les nombres entiers, je vais choisir Z égale 2 pour prendre mon vecteur, le troisième vecteur propre qui vaut, du coup, si Z égale 2, ça vaut 1, 1 et 2. Notez ici que c'est vraiment un choix personnel. Ça va influer après sur le calcul de la matrice, bien sûr, mais c'est vraiment un choix personnel. Ici, on a une infinité de solutions pour trouver le vecteur V3. Vous auriez tout à fait pu prendre Z égale 1 et vous auriez trouvé comme vecteur propre 1 demi et 1. Du coup, ça aurait changé la matrice P et ça aurait changé l'expression de la diagonalisation, mais ça n'aurait pas changé le résultat. Hein. C'est vraiment un choix, voilà, vous faites le choix que vous voulez. Donc vous faites le choix qui est le plus simple pour vous. Moi, c'est celui-là que j'ai choisi. Donc maintenant qu'on a fait ça, donc on a calculé, on a 3 valeurs propres, lambda 1, lambda 2, lambda 3, on a 3 vecteurs propres. Donc notre matrice est bien diagonalisable et on va poursuivre on va quand même faire les vérifications finales que la matrice P est bien inversible, hein, même si ça se voit un peu puisque les vecteurs ici sont clairement celui-là, celui-là et celui-là sont clairement indépendants, mais on va quand même faire la vérification. Donc pour ça, on va vérifier si on a AP qui vaut PD. Donc pour vérifier ça, on va d'abord calculer A fois P. Donc on va peut-être écrire P d'abord. Donc P, c'est la matrice où je mets le vecteur V1 en premier. Donc V1, j'ai trouvé 1, 0, 0. Le vecteur V2, 0, 1, 0. Et le vecteur V3, je viens de le calculer, 1, 1, 2. Donc maintenant, je vais faire A fois P. Donc je vais remettre la matrice P.
et la matrice A, donc c'était 1, 0, moins 1 quart, 0, moins 1, 3 quarts, et 0, 0, 1 demi. Hop. Donc je fais le produit matriciel entre les deux. Ici, ça me fait 1 moins 1 quart, ça va me faire 3 quarts. Alors non, je me suis trompée dans P. Ici, c'est un 0. Ok. Donc ici, ça va simplement me faire 1, puisque tous les autres ont 0. En dessous, ça va me faire 0 et 0. Dans cette colonne-là, donc 0, 0 et 0, donc ça me fait 0. 0, moins 1 et 0. Et ici, 0, 0, 0. Ok. Et ensuite, le dernier, donc 1 moins 1 demi, ça va me faire 1 demi. Donc, moins 1 plus 3 demi, ça va me faire encore 1 demi. Et ensuite, 0, 0, et ça va me faire 1. Donc voilà, ça c'est A fois P. Donc maintenant, pour voir si ça fait P fois D, ben on va simplement calculer P fois D. Donc on va faire 1, 0, 0, ça c'est P. 0, 1, 0, 1, 1, 2. Et je vais mettre fois D, donc P fois D. Et donc D, il faut que je retrouve la matrice diagonale de mes valeurs propres. Donc c'était 1, moins 1 et 1 demi. Donc 1, moins 1 et 1 demi. Donc c'est la matrice diagonale qui contient mes trois valeurs propres, donc 1, moins 1 et 1 demi, qui contient les valeurs propres sur la diagonale. Donc quand je fais le produit ici, donc là je vais trouver, pour ce coefficient-là, je vais trouver uniquement 1. Pour ce coefficient-là, ici, là, je vais trouver 0, 0 et 0. Ici, 0, 0 et 1 demi. Ça tombe bien, c'est la même chose que ça. Ensuite, deuxième ligne, 0, 0 et 0. Ensuite, 0, moins 1 et 0. Là, 0, 0 et 1. Ah, ça ne correspond pas. Est-ce que je me suis trompée? Oui, je ne suis pas à la bonne ligne. Alors, ici, 0, 0 et 1 demi. Alors, maintenant pour la dernière ligne, ici, 0, 0 et 0. Ici, 0, 0 et 0. Et ici, 0, 0 et 2 fois 1,5, ça fait 1. Donc, j'ai vu par le calcul que AP égale PD. Donc ça, c'est une bonne vérification. Pour aller à la diagonalisation, il nous reste à vérifier si P est inversible ou pas. Alors là, on a plusieurs façons de faire. Soit vous voulez juste vérifier si c'est inversible ou pas, auquel cas vous pouvez juste calculer le déterminant de P. Alors comme P c'est une matrice qui est triangulaire, le déterminant c'est simplement le produit des termes diagonaux, et donc on voit tout de suite que c'est non nul, et donc la matrice est inversible. Oui. Bon après comme nous on n'a pas uniquement besoin qu'elle soit inversible, mais on a besoin du calcul de P-1, on peut aussi ne pas calculer le déterminant et faire directement le calcul de P-1. Et si ce calcul aboutit, alors ça déterminera à la fois P-1 et à la fois ça démontrera que la matrice est inversible. Donc je vais faire ça maintenant. Donc je vais calculer la matrice inverse de P par la méthode que j'affectionne, qui est la méthode de notation de Gauss-Jordan. Donc voilà, si vous n'êtes pas familier avec ça, je vous invite vraiment à aller voir des vidéos sur ma chaîne à ce sujet. Paf. Ça consiste essentiellement à la même chose qu'inverser la matrice par la méthode des systèmes linéaires. Simplement, c'est une notation matricielle qui évite qu'on fasse des erreurs de calcul. Donc, ça consiste à mettre la matrice P ici à gauche, là, et mettre à droite la matrice identité, avec juste une barre entre les deux, une barre verticale. Bon, la mienne, elle est moche parce que j'avais fait un trait et j'ai un peu corrigé, bref. C'est juste une barre verticale. Et ensuite, on va, par des manipulations sur les lignes, ramener cette matrice à l'identité, tout en effectuant les manips sur toutes les lignes, incluant les lignes qui sont au-delà de la ligne noire. Et du coup, à la fin, on obtiendra ici la matrice P-1. Donc c'est parti, là ça va aller assez vite parce que la matrice est déjà échelonnée. Donc peut-être le premier truc que je peux faire, c'est peut-être diviser par 2 la toute dernière ligne, histoire de
d'avoir un pivot qui soit égal à 1. Ah, donc c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas toucher à la première ligne ni à la deuxième et je vais diviser la troisième par 2. Donc 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Et là, je divise tout par 2, donc 0, 0, 1, 0, 0, 1 demi. Paf. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir mettre des zéros par la méthode du pivot de Gauss, mettre les zéros au-dessus de la diagonale dans cette colonne, grâce à ça qui est mon pivot. Donc je vais faire ça en faisant L1 moins L3. Alors ça c'est la nouvelle L1, la nouvelle L2, la nouvelle L3. Donc je vais faire L1 moins L3 et ensuite je ferai L2 moins L3 pour mettre un 0 ici aussi. Et comme ça résoudra tout ce qu'il faut en un seul coup. Donc c'est parti, L1 moins L3, bah ça fait 1, ici ça fait 0, et ici ça fait 0, ici ça fait 1, ici ça fait 0, et ici ça fait moins 1 demi. L2 moins L3, bah, ça fait 0, ça fait 1 et ça fait 0, ici ça moins ça donc 0, ça fait 1, et ça fait moins 1 demi. Et L3, on n'y touche pas. Et là, voilà, donc en une seule étape du pivot de Gauss, on est directement à une matrice identité ici, là. Et donc là, par les théorèmes d'inversion de matrice et de Gauss-Jordan, on sait que ça, c'est la matrice P-1. Ok, donc P-1 est égal à 1, 0, moins 1 demi, 0, 1, moins 1 demi, et 0, 0, 1 demi. Ok, et donc on peut avoir finalement l'égalité de diagonalisation qui nous dit que A est égal à P des P-1. Ok, donc ça conclut la partie diagonaliser la matrice A. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est une petite application que je vous propose, qui est d'étudier trois suites qui sont couplées de cette manière-là. UN plus 1 égale UN moins 1 quart WN. Vn plus 1 égale moins Vn plus 3 quarts Wn. Et Wn plus 1 égale 1 demi de Wn. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ce travail de diagonalisation? Parce que ça va nous permettre d'étudier ces suites, de calculer le terme général de ces suites-là. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va commencer par remarquer qu'il y a un rapport entre ces suites et la matrice A. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on va passer en notation vectorielle. On va noter grand UN, le vecteur qui est UN, Vn, Wn. Et avec ça, on peut voir que ce truc-là se réécrit, ce système-là se réécrit sous un système matriciel. On peut l'écrire comme UN plus 1, Vn plus 1, Wn plus 1 égale une matrice fois le vecteur UN, Vn, Wn. Et quel coef on met? On va le lire là-dessus. 1 fois UN, 0 Vn et moins 1 quart Wn. Pour la deuxième ligne, Vn plus 1 est égal à rien pour Un, moins 1 pour Vn et 3 quarts pour Wn. Et pour Wn plus 1, rien pour Un, rien pour Vn et 1 demi pour Wn. Autrement dit, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Que le grand vecteur U indice n plus 1, puisque c'est ça qui est là, ça c'est notre matrice A, et ça c'est égal au vecteur UN. A fois le vecteur UN. Ok, donc là vous voyez, on voit déjà apparaître la matrice A, donc c'est chouette, ça veut dire que ce qu'on a fait, ça va sans doute être fort utile pour la suite. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va essayer de travailler un peu avec cette égalité-là. Donc on a grand U indice n plus 1 égale grand A fois le vecteur UN. Donc ici, ça ressemble quand même à une suite géométrique, vous êtes d'accord? Sauf que là, on est avec des vecteurs. Et bien, ça va marcher exactement de la même manière, puisque par récurrence, on peut montrer, je vais vous le faire d'ailleurs, comme ça fera une petite révision de la récurrence. Par récurrence, on peut montrer que UN est donné par grand A puissance n fois U0. Alors on va poser la récurrence. Pour n égale 0,
et ben U indice 0 est égal à U indice 0, et ben on sait que c'est l'identité fois U0, hein, ça on n'a rien inventé en disant ça. Et l'identité c'est A puissance 0. La puissance 0 de la matrice c'est bien l'identité, donc c'est OK à ce stade-là. On a bien U0 égale A puissance 0 fois U0. Donc l'initialisation est correcte. Ensuite, maintenant pour l'hérédité, on suppose que UN est égal à A puissance n fois U0. Et ensuite, on regarde que vaut UN plus 1. Ben, UN plus 1, on sait que c'est A fois UN, parce que ça, c'est ce qu'on vient de démontrer grâce à l'égalité de récurrence indiquée plus haut. Maintenant, on utilise notre hypothèse de récurrence ici, là, pour voir que UN, c'est égal à A puissance n fois U0. Et donc, ça nous fait bien A puissance n plus 1 fois U0. Et ça conclut l'hérédité. Et donc, petite conclusion, on a initialisation, on a aussi l'hérédité, et ça nous montre que pour tout n, on a donc UN qui vaut A puissance n fois U0. Alors U0, je ne vous l'ai pas donné, hein, mais c'est donné dans l'énoncé. U0, c'est donc petit U0, il vaut 0, V0, il vaut 0 aussi, et c'est W0 qui va valoir 1. Voilà, donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est que comme on a cette égalité là, UN égale A puissance n U0, et ben ça nous permet de calculer UN en fonction de n grâce aux puissances de la matrice A. Donc pour ça, on va peut-être commencer par écrire les puissances de la matrice A. Comme A est égal à P dP-1, puisqu'elle est diagonalisable, et par les théorèmes de diagonalisation, mais sinon vous pouvez le redémontrer s'il y a besoin grâce à une petite récurrence, on sait aussi que A puissance n, c'est P d puissance n fois P-1. Donc du coup, on va peut-être... du coup, on peut directement déduire ici que UN, c'est égal à P fois d puissance n fois P-1 fois U0. Donc c'est peut-être ça qu'on va faire pour pouvoir calculer UN en fonction des valeurs qui sont données et en fonction de n. Donc je vous propose qu'on va effectuer le produit matriciel. On va faire d'abord P-1 fois U0 et ensuite on multipliera le résultat par D puissance n et ensuite par P. Pour ça, on a peut-être besoin de D puissance n d'abord. Donc je vous rappelle que D c'était la matrice. Donc il y avait quoi? C'était un 1 sur la première diagonale, c'est ça? Alors où j'en suis de mes... Donc c'est un 1, un moins 1 et un 1 demi, si je me souviens bien des valeurs propres. Donc D puissance n, c'est donc les coefs de la diagonale puissance n. Donc 1 puissance n, ça fait 1. Moins 1 puissance n, ben on peut le conserver tel quel. Et là, 1 demi à la puissance n, ça fait simplement 1 sur 2 puissance n. Ok, donc c'est parti, on va calculer UN en fonction de cette égalité-là. On va commencer par faire P-1 fois U0. Donc P-1 fois U0, donc U0. Alors c'était 0, 0, 1. Et P-1, qu'est-ce qu'on avait trouvé pour P-1? On avait trouvé 1, 0, moins 1 demi, 0, 1, moins 1 demi, et 0, 0, 1 demi. Donc si je fais le produit matriciel, 0, 0, moins 1 demi. Ensuite, 0, 0, moins 1 demi. Et ensuite, 0, 0 et 1 demi. Ok, maintenant, ce P-1 fois U0, je vais le multiplier par D puissance n. Donc je vais reprendre ce vecteur-là, là, et je vais le mettre ici la matrice D puissance n, afin de refaire le produit matriciel, le refaire ici, là. Donc D puissance n, je viens juste de le calculer, j'ai trouvé 1, 0, 0, 0, moins 1 puissance n, 0, 0, 0, 1 sur 2 puissance n. Alors allons-y. Donc ça fait moins 1 demi. Ici, 0,
moins 1 demi fois moins 1 puissance n. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait moins 1 puissance n plus 1 divisé par 2. Et en bas, 0, 0. Et donc 1 demi fois 1 demi puissance n, ça fait 1 divisé par 2 puissance n plus 1. Voilà pour ça. Et maintenant, toute cette belle chose-là, je vais à nouveau faire une multiplication de ça par le dernier morceau ici, qui est donc P. Donc là, je vais mettre la matrice P. Alors, où est-elle la matrice P? Si je m'y retrouve dans mes notes. Donc P, c'était les vecteurs propres. Hein, donc j'avais 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et le dernier vecteur propre que j'avais choisi, c'était 1, 1 et 2. Donc là, je prends ce vecteur et j'effectue le produit matriciel avec celui-là. Donc ici, je vais trouver moins 1 demi plus ce dernier bout, 1 sur 2 puissance n plus 1. Au milieu, je vais trouver moins 1 puissance n plus 1 sur 2, plus une fois ça, 1 sur 2 puissance n plus 1. Et le dernier, 0, 0, et 2 divisé par ça, donc ça fait 1 sur 2 puissance n. Voilà, et donc je me souviens que tout ça, c'était égal au grand vecteur un qui valait un, vn, wn, ce qui me permet de réécrire proprement, d'extraire tout ça comme information, que donc petit un vaut la première ligne, moins 1 demi plus 1 sur 2 puissance n plus 1. Vn vaut moins 1 puissance n plus 1 divisé par 2, plus 1 sur 2 puissance n plus 1. Et finalement, Wn vaut 1 sur 2 puissance n. Voilà, donc ça conclut le calcul du terme général des suites. Vous pouvez voir d'ailleurs, si on veut pousser un petit peu plus loin, on peut voir calculer les limites des suites, comme 1 sur 2 puissance n et compagnie tend vers 0. On peut voir que un tend vers moins 1 demi, wn tend vers 0 et vn n'a pas de limite. Car les termes pairs de la suite, donc v2n tend vers, ici 2n plus 1, ça fait moins 1 demi, et les termes impairs tendent vers 1 demi. Voilà, donc ça conclut l'étude de cette suite. Où était-elle? Que je vous la remette au tout début de cette suite-là, donnée par ces trois équations couplées. Donc vous voyez que voilà, c'est vraiment bien utile la diagonalisation, ça sert à ce genre de choses. Et ce genre de choses, ben, voilà, des suites récurrentes de cet ordre, on peut en retrouver à pas mal d'endroits. C'est typiquement le genre d'objets qui sont utilisés pour étudier des évolutions au cours du temps. Alors ça peut être notamment en écologie. Donc l'écologie c'est vaste, hein, c'est tout ce qui concerne les populations. Donc ça peut être des populations d'animaux, d'humains, des populations de bactéries, des populations de tout un tas de choses. Donc c'est quand même très vaste l'écologie. Bon, il y a d'autres applications évidemment, mais ça vous donne un premier aperçu. Voilà, j'espère que ça vous a plu, comme à la fois les techniques mathématiques pour la diagonalisation et l'application aux suites numériques. Et je vous souhaite comme d'habitude beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprenez et beaucoup de courage pour continuer à étudier. Allez, bonne journée à tout le monde, au revoir.